C'est un inlassable travailleur de la mémoire, de son histoire et de celle de son pays. Il réalise depuis 30 ans des documentaires tels que S21, L'image manquante, Deutsch, le maître de l'enfer, pour ne citer que cela. Documentaire qui raconte la folie meurtrière d'une idéologie radicale qui a coûté la vie à 2 millions de ses compatriotes, dont les membres de sa famille, quand il était adolescent. Ce film est librement inspiré d'un livre d'Elizabeth Baker, Les larmes du Cambodge, histoire d'un autogénocide. Et il était à Cannes première cette année, ce qui pour les journaux était important parce que le film mérite franchement d'être dans une sélection. Avant de vous présenter l'équipe, je voudrais d'abord remercier, c'est important, nos partenaires, puisque c'est une séance en partenariat avec l'Histoire. Il y aura un débat après, restez avec nous, je pense que vous n'allez pas le regretter, animé par Antoine Debec. Je remercie également nos partenaires, le Nouvel Obs, Elle, Les Cahiers, l'Histoire, Combini et France Télé, nos attachés de presse, Laurence Garnec et Vanessa Focken, qui ont fait un travail formidable. Et donc je voudrais vous présenter, alors ils sont 11, il y a 12 personnes de l'équipe, donc je vais les appeler parce qu'ils ont tous fait un travail remarquable. Et je vais commencer par la productrice Catherine Dussard. Merci d'être venue, Catherine. Ariane Vialet, la costumière et la script. David Haddad, l'étalonneur. David, il est planqué tout au fond. Non, il est là, mais il ne voulait pas venir en fait. Là, il est piégé, il est obligé. Nicolas Volt, l'ingénieur du son. Eric Kispan, mixeur. Très important pour ça. La musique, compositeur, Marc Marder. Eric Pilastri, directeur de la photographie. Qui est le co-scénariste. Et les acteurs, monsieur Cyril Gay. Grégoire Collin. Irène Jacob. faut regarder le film, il ne faut pas applaudir trop longtemps. Il y a un film après. Bon, merci beaucoup pour votre présence, parce que c'est le premier spectateur, spectatrice de nos films. Ça fait 1 an pile qu'on a tourné le film et on est très heureux d'être là aujourd'hui. Je remercie tout le monde, la salle, voilà, avec toute la famille, toutes mes reconnaissances de m'avoir supporté pendant ce temps-là. Et voilà, si vous aimez le film, mettez 5 étoiles. Ça nous aidera d'amener d'autres spectateurs, besoin de vous. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup et bonne projection. On se verra.
Merci à Riti, Pan, vraiment. Une magnifique salle de l'Arlequin pleine à craquer, ça doit faire plaisir. Avec une autre salle aussi qui a été... Et merci à Irène Jacob. Merci, bonjour. Et puis merci à toute l'équipe du film qui est là aussi. Donc on pourra aussi peut-être leur poser des questions si vous voulez. Riti, moi je voulais commencer par une question. Je trouve que tu as été jusqu'au bout. Il y avait Pol Pot au bout. Jusqu'à présent, tu ne l'avais jamais montré. Je pensais qu'il allait rester une figurine en terre cuite, comme ça. D'ailleurs, le film joue sur ce suspense. Est-ce qu'il va arriver? Et je trouve que c'est assez culotté aussi d'aller jusqu'au bout, de montrer Pol Pot comme ça. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ça? C'est pas mal, j'ai à la fois envie de le faire exister, dans ça. Et en même temps, ne pas l'incarner. Figurine, c'est pas l'incarner. Figurine peut-être même plus trop jolie pour lui, parce qu'il est très expressif. Donc il faut trouver une manière de le rendre jusqu'à une ombre, et que ce soit le plus froidement idéologique possible. Donc voilà, finalement à la fin, on travaille plutôt avec son ombre, avec ses détails. Mais avec Émeric qui est là, le chef opérateur, on a décidé très vite de casser tous les repères. J'ai ajouté pas mal de faux raccords exprès. Je veux vraiment pas qu'il soit incarné. Donc, un coup il a un chat, un coup il a un perroquet, un coup il a un éventail. Tout passe dans une étrange façon, mais ça passe bien en fait. Oui, ça passe bien, d'autant plus que ce qu'on avait comme image de Pol Pot, c'est ses tableaux officiels, et tout d'un coup, à la fois il est autre, une sorte d'incarnation quand même du mal, du maléfice, et en même temps, il reste quand même une sorte de légende. Oui, mais en réalité, en vrai, il est plutôt bel homme, très classe. Très brillant, rigole beaucoup. Donc c'est sympa. C'est quelque chose d'extrêmement dérangeant. Donc il fallait trouver une manière qui soit... Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Deutsch, pareil. C'est un type qui... Vraiment... Ça qui est troublant, c'est que c'est pas un monstre, c'est un humain comme vous et moi. Et donc, comment gérer cet humain qui virait en diable? Donc, il pouvait trouver une manière, et ça, le cinéma peut permettre. Et voilà, j'essaie d'aller le plus loin possible, comme vous dites. Voilà. Alors, juste une dernière question sur après on va parler de plein d'autres choses dans le film. Je me demandais, l'acteur qui joue Pol Pot, c'est un Cambodgien. Ça ne doit pas être... Il parle français couramment quand il veut. Quand il veut, c'est plutôt un mec... Comment tu lui as présenté la chose? J'essaye de se mettre un peu... C'est un mec qui est capable de citer Alfred de Vigny, qui est capable de... Voilà, c'est ça qui est... C'est comme les nazis, hein, quand on voit les mecs comme Goebbels, c'est fin, c'est une machine intellectuelle, quoi. On ne mène pas une foule comme ça, quoi. Et c'est en ça qu'il faut faire attention, à la pureté des choses, à la pureté idéologique, tout ce qui est pur maintenant, je me méfie. Et je crois que c'est Primo Levi qui disait qu'il faut être pas pur. Voilà, il ne faut pas être pur. Voilà, je crois qu'il sait de quoi il dit, hein, de quoi il parle. Alors, la vraie héroïne du film, hein, c'est jouée par Irène Jacob, c'est Elisabeth Becker. Là aussi, c'est une vraie rencontre. Irène? D'abord, bon, oui, c'était une vraie rencontre. Elisabeth Becker, elle avait été connue déjà comme grand reporter au Cambodge, par le Cambodge. Et bon, le Cambodge avait fermé ses frontières pendant 3 ans. Et quand ils ont été invités, 3 ans après la Révolution, en fait, à venir au Cambodge,
j'ai rencontré Elisabeth Becker. Elle est venue aussi voir le film à Cannes avec nous. Enfin, elle a été très très présente aussi pendant le tournage. Et elle nous disait, j'avais extrêmement peur de ne pas voir. En fait, j'étais responsable de voir, mais je savais qu'on allait tellement nous mener que c'était très facile de ne pas voir. Et elle disait, ce qui était effrayant, c'est tout ce que je ne voyais pas. Et finalement, c'est seulement quand elle est rentrée qu'elle a pu prendre peut-être la mesure de tout ce qu'elle avait traversé. Donc, de la rencontrer, bien sûr, c'était une grande inspiration. Mais puisque vous parlez du rôle de Pol Pot, puisque quand même, il faut dire quand même que c'est Riti, je ne sais pas pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, mais aucun acteur ne voulait jouer Pol Pot. C'est ce que j'attendais que Riti me dise ça, mais... Mais c'est vrai que c'est pas seulement pour ça. C'est vrai, comme tu dis, Riti, c'était l'irreprésentable en fait. Finalement, c'était la meilleure solution puisque Elisabeth Becker disait que quand on se trouve en face de lui, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne comprend plus. Elle a fait une photo où il sourit, il est assez charmant comme ça, et c'est l'horreur. Mais avec cette grande culture, le nec plus ultra de la culture française, les années à la Sorbonne, tout ça. C'est un gars charismatique. On ne mène pas une révolution sans rien. C'est ça qui est compliqué. Tous les grands tribuns sont charismatiques, mais après, il faut savoir séparer les choses. Quoi. Attends, c'est l'idée du film aussi, c'est de donner la possibilité, là, pas trop vite, on peut mettre une pause et réfléchir à ce qu'on dit. Quoi. Et la rencontre pour toi avec Elisabeth Becker, ça a été assez décisif. Comment est-ce que tu as pris contact avec elle? Alors, moi j'ai fait un autre film qui s'appelle Bophana, une tragédie cambodgienne. Et je crois que Bophana a travaillé avec Elisabeth Becker dans les 70-75, quand elle était grand reporter. Et Bophana, c'est une intellectuelle et son mari aussi. Et elle reste du côté de Longmont parce que on ne sait pas, on vit en ville, puis l'autre il s'engage dans la révolution. Il s'appelle Det, c'est son cousin qui se marie avec elle. Mais alors, quand ils ont attrapé Det, ils trouvaient des lettres. Et dans les lettres, il y a des lettres d'amour, des lettres de protestation de Bophana, dit à son mari, voilà, les gens m'en veulent, tout ça. Et puis, de temps en temps, il citait Paul et Virginie, parce qu'on est francophone, francophile. Puis Paul et Virginie, ça remonte loin, je ne sais pas quel siècle. Et puis, après, il citait Macbeth. Et quand Druck a trouvé les lettres d'amour, ils ont décidé d'arrêter tout le monde. Quoi. Mais ce qui est vraiment pour moi, qui est important pour moi, c'est qu'elle signe chaque lettre dans ce dossier de confession, dans chaque page, elle signe Seda de Det. Le Seda, c'est le Sita de Ramayana. En Khmer, on dit Seda. Et Det, c'est Det. Mon mari, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, me torturer, me faire dire je suis CIA, KGB, je suis ennemi de l'intérieur, ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à mon amour. Et je trouve ça d'une beauté incroyable, ce courage. Et j'ai demandé, voilà, dans le livre d'Elisabeth Becker, qui m'a aidé à faire des recherches, tout ça, et puis dans le livre d'Elisabeth Becker, il y a ce fameux chapitre 11, que Pierre Van, le co-scénariste, a dépluché ligne après ligne. Et voilà, le chapitre 11 m'intéressait. Alors, c'est toute cette proposition, ce travail de journaliste, ce travail de manipulation. Puis un jour, je trouve que on a fait 10 ans qu'on a écrit ce scénario. À chaque fois, on change, on rechange, on change, on rechange. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on écrit, c'est un peu un écho par rapport à ce qui se passe dans le monde et qui me rappelle mon propre expérience, comme cette conflictualisation, cette radicalisation de la société de plus en plus dure, et l'information qui va de plus en plus vite, qui en même temps qui efface tout. On parle là aujourd'hui, demain. Puis c'est un peu la dictature de l'émotion, de l'instantanéité, donc il faut aller vite, 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 puis on se perd. Donc du coup, je crois que c'est un sujet très moderne.
Le film, c'est une proposition assez contemporaine après, il vous appartient de faire un chemin avec. Et je crois que vous pouvez le voir encore une fois, hein, le film. Ça nous fait des entrées en plus. Non, je blague à peine. À chaque fois, vous découvrez autre chose. Là, à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a des lieux qui existent très fort. On parlera aussi des acteurs, des personnages qui sont là, mais notamment évidemment cet aéroport, hein, Pochentong, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et là, c'est une pure reconstitution. À partir de quoi, comment, c'est une idée qui vient d'où? Là, c'est plutôt toi. Je commence juste pour dire que c'est vrai, c'est un tarmac qui a été construit à cette époque-là, en tout cas, et qui a jamais servi parce qu'ils étaient tout aussi incompétents, cruels, et que de tourner dans ce lieu-là où tant de gens sont morts aussi. C'est seulement il y a 40 ans, donc toute l'équipe technique aussi a été traversée indirectement ou directement par cette histoire, dont Ritty, qui avait entre 11 et 14 ans pendant cette période-là. Eh bien, effectivement, on est dans une fiction, mais pas seulement dans une fiction. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une mise en scène constante de la fiction. Enfin, quand il se trimballe avec les images, que Ritty a aussi mis avec les figurines, avec une façon de toujours mettre en abîme, parce qu'on est toujours en représentation, on ne sait plus exactement où on est. Donc, pour nous, ça a été très émouvant. Pour Ritty aussi, il fallait calmer les esprits, être sûr qu'ils allaient être d'accord avec l'histoire qu'on allait raconter. C'était pas une histoire qui se racontait juste comme une fiction banale, c'était vraiment tourné avec la chair, et c'était pas évident. Mais là, je passe la parole à Ritty. Non, c'est un aéroport qui est là depuis quelques années. En général, quand je passe avec ma compagne, aller dans une autre ville, on s'arrête un coup là, puis on regarde des fois. Puis c'est pas une obsession, mais quelque chose qui m'interroge énormément, parce que je crois que on ne peut pas détruire un être humain entièrement. Il reste toujours une trace quelque part. Et je ne suis pas un bouddhiste pratiquant, hein, mais je sens une sorte de vibration, je sens une sorte d'âme dans chaque chose. Et comme je fais plutôt, quand je fais les documentaires, je fictionnarise, parce qu'il faut savoir quand même aller cadrer où il faut assez vite, hein, même si c'est le réel. Et quand je fais de fiction, j'essaye d'avoir des éléments du réel dans la fiction. Dans ce genre de lieu qui est très très important pour moi, et il y a beaucoup de morts dans cet endroit-là, beaucoup de morts, et il y a des phénomènes incroyables, quoi. Nous, on fait des cérémonies le matin, et puis j'ai quand même pris une tôle sur la tête. Hein. Au début, j'ai pas fait comme il faut. Puis il commence à faire des cérémonies, des offrandes, ça. Puis les nuages arrivent, ça s'arrête là. Vous avez eu des nuages super, mais c'est pas numérique, ça, hein, c'est vrai. Vous avez des nuages qui fait ça, qui va pleuvoir là-bas. Puis il s'arrête là. Puis même les militaires qui gardaient cette base, c'est une base militaire, ils me disaient, mais normalement, ça doit tomber les sauts entières. C'est vraiment étonnant. Et quand on arrête le tournage, paf, il tombe. C'est comme ça. C'est un monde où on vit les fenêtres ouvertes vers l'extérieur, vers le vent, vers la terre, vers chaque arbre, chaque feuille. Et puis c'est vrai que j'ai envie de parler des enfants soldats qui sont dans le film, qui étaient en fait tu les avais choisis, ils étaient tous dans un cours athlétique, enfin, ils avaient quelque chose comme ça de très sportif, mais ils étaient super jeunes comme les enfants soldats à cette époque-là, et de les voir là incarner ce rôle-là d'une histoire qu'ils avaient connue très indirectement, c'est vrai que c'était assez bouleversant aussi. Alors, il y a trois personnages qui sont assez différents. Le plus différent, c'est, disons, un peu l'idéologue, celui qui a connu Pol Pot dans ses années d'études, Alain Cariou. Là,
tu t'es inspiré de quoi? Alors moi j'ai fait un peu des recherches et on trouve effectivement une délégation du parti marxiste-léniniste français, du parti communiste marxiste-léniniste français, qui est mené par Jacques Jurquet, qui était le directeur, le président de ce parti, le leader de ce parti, de ce petit parti, le PCMLF, très impliqué dans les mouvements gauchistes d'extrême gauche après 68, et c'est eux qui sont venus donc à 4 en septembre 78, et ça c'est cette histoire que tu racontes à travers le personnage. Oui, mais je crois que parmi eux il y a une dame. Ils n'ont jamais dit un mot, ni après le voyage, ni 80, ni 81, ni 2024. Ils n'ont jamais rien dit. Je crois que parmi les visiteurs, il y a Kansu et toi, à ma connaissance, qui est retourné au Cambodge et puis qui dit pas grand-chose non plus, mais qui a offert les photos à un centre de documentation. Sinon, je suis inspiré de pas mal de gens. Je dis à Pierre Van de bien lire Alain Badiou. Autre membre du PCMLF. Il vient de Chomsky. Pour ça, c'est des machines intellectuelles remarquables qui écrivent des très belles choses, mais parfois dans cette étroitesse, l'aveuglement d'idéologie, ils ne reviendront pas en arrière. Alors moi, comme je travaillais un peu à Libération, on avait fait un peu une recherche sur Libé en 75-76, et il y avait des textes totalement dithyrambiques sur la libération du Cambodge. 3 jours de fête à Phnom Penh. Mais je ne comprends pas, ils ne les voient pas, les fêtes. Pourquoi ils ont titré comme ça? Et puis, Phnom Penh libéré, ils ne voient pas non plus les autres journaux. Mais personne ne voyait ça. Mais ça n'empêche pas de l'écrire. C'est ça que, Et Irène, Lise Delbo, elle découpait l'article. C'est sûr qu'avec les dates et tout, dans le petit cahier, dans le film. Alors oui, donc le personnage de Lise Delbo, c'est la grande reporter qui suit, donc qui reprend le rôle d'Elizabeth Becker pour le Washington Post, qui couvrait un petit peu tous les fronts. C'est ce personnage-là qui est à la fois manipulé, mais elle le sent, et en même temps elle joue le jeu à minima pour pouvoir en tirer quand même des informations, pour voir de ses yeux ce qui est en train de se passer. Mais en même temps elle comprend qu'il faut quand même qu'elle s'en sorte, quoi. Le but étant, c'est vrai, d'avoir cette entrevue avec Pol Pot, c'était vraiment un scoop pour lequel ils étaient vraiment absolument motivés, mais aussi elle se rend compte quand elle interviewe des gens qu'il y a des questions qu'elle ne peut pas poser. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas mettre à mal aussi les interlocuteurs avec qui elle parle, alors elle pose des questions très simples. Vous avez une famille, vous vivez avec votre famille, puisque toutes les familles étaient séparées. Tout de suite, des questions très simples permettaient tout de suite de voir un abîme ou d'où venez-vous. Et c'est vrai que pour travailler un peu sur l'état d'esprit dans lequel elle pouvait se trouver, bien sûr, je lisais beaucoup Elisabeth Becker, mais je m'inspirais aussi beaucoup des entretiens de Florence Aubenas, que je vois dans la salle. Je suis très émue, mais c'est vrai que j'écoutais beaucoup ces masterclass, ces rencontres aussi, parce que c'est vrai que cette idée de qu'est-ce que c'est sur le terrain, c'est pas seulement être journaliste, mais il y a aussi une forme d'éthique, où tout d'un coup on vous met un bébé dans les bras et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est une scène d'ailleurs qui a été coupée dans le film, mais où il y a d'autres situations où tout d'un coup il faut arriver à réfléchir, pas seulement en tant que journaliste, mais aussi avoir humainement, qu'est-ce qu'on fait quand un collègue disparaît, enfin je veux dire, toutes ces choses-là, c'est effectivement... Et puis alors d'écrire justement, d'avoir ce carnet, ça c'est ce que disait justement et Florence Aubenas et aussi Elisabeth Becker, puisque tout est tellement... L'irréalité s'engouffre dans toutes ces journées, donc il faut vraiment noter, mettre à plat toutes les choses, et c'est seulement au retour, en tout cas, qu'Elisabeth Becker disait, c'est seulement au retour que j'ai pu prendre la mesure de ce que j'avais vu sur le moment où on fonctionne d'une façon vraiment très instinctive aussi. Puis il faut un peu aussi sauver sa peau. Enfin, pour pouvoir témoigner, il faut en revenir. Voilà.
Elisabeth Becker disait qu'elle se sentait très très protégée en tant que journaliste à son époque aussi, bon, parce qu'il n'y avait pas encore, voilà, à ce moment-là elle se croyait protégée. Elle en est revenue depuis évidemment, hein, mais voilà, on disait ils ont besoin de mon témoignage aussi. Parce que le photographe, lui, il ne revient pas, donc Paul Thomas. Et alors là, je me demandais si, notamment, moi, je pense à Gilles Caron, évidemment, qui a les dernières photos de Gilles Caron, c'est les jeunes cambodgiens. Hein. C'est exactement ceux qui sont dans le camion. Et lui, il n'en est pas revenu aussi. Et on peut imaginer qu'il y a une inspiration un petit peu du personnage. Est-ce que tu es parti de là? Un peu, oui. Et surtout, c'est Lumumba. Parce que dans la vraie histoire, c'est un Américain, quoi. Et puis je voulais que ce soit quelqu'un du continent d'Afrique qui a assisté peut-être à l'arrestation de Lumumba, hein, la scène où ils ont essayé de le bâillonner avec un tissu qui résistait, une espèce de résister jusqu'au bout pour défendre sa dignité. Et je me disais, voilà, il faut créer un passé. Il est peut-être enfant comme moi sous les Khmers rouges et qui a vu ça et qui veut absolument aller photographier. Et puis après, c'est le travail de Cyril Gay qui va chercher ici, là, les documentations, les gestes photographiques, tout ça, quoi. Mais je pensais surtout à Lumumba. Et on a fait même un costume exactement le même Lumumba, mais ça colle pas très bien au montage. Donc, j'ai enlevé. Mais ouais, j'essaie d'être libre chaque fois dans ce que je fais. Voilà. Je ne respecte pas les raccords, tout ça. Donc j'essaie de voir qu'est-ce que peut créer une émotion, qu'est-ce que peut peut-être ramener aussi à la nouvelle génération qui est le Lumumba, quoi. Parce que non, on ne connaît pas Lumumba. Alors il y a une autre dimension qui est très forte dans le film, je trouve, c'est les différents registres d'images, avec notamment l'usage dès le début des images documentaires qui sont vraiment comme presque comme si elles, à la fois on voit que c'est autre chose, mais elles sont comme presque infiltrées dans la fiction. Enfin, il y a tout un travail là qui est vraiment assez impressionnant sur la qualité documentaire qui est à la fois dans le film et en même temps qui vient relancer la fiction du film. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que les découvertes. Donc il faut être prêt de découvrir les choses. Tout ça, c'est un accident aussi de la vie, on n'a pas d'argent. J'ai envie de faire ce film, je trouve, tout le monde me met l'étiquette documentariste. Comme si je défends les films documentaires, mais j'ai fait des fictions aussi, mais ça n'empêche pas de mettre documentariste. Ça ne veut rien dire d'abord. Quand je fais des films, je fais un film, quoi. Je ne suis pas dans la situation de j'ai fait un documentaire, je fais une fiction. Non, je fais avec le même patient. Peut-être même un documentaire, c'est plus compliqué, parce que parfois, ça prend 2-3 ans pour faire un documentaire. Donc je prends beaucoup de temps, parce que pour moi, faire les films, c'est d'être avec. Donc à partir du moment où on voulait être avec pour faire des films, ça prend du temps. Je détestais faire des films sur des gens. Je préfère faire des films avec des gens. C'est pas les mêmes démarches. Et puis après, il faut accepter. Bon, je vais pas me laisser faire non plus. Je vais raconter mon histoire. Puis je cherche. Et là, le cinéma est une palette incroyable. Et puis, j'ai la chance aussi. Je suis passionné vraiment du cinéma classique. Je suis pas très intéressé par les cinémas actuels. C'est malheureux à dire. Il y a toujours des bons films, la chute, machin, des compositions, je sais pas. Oui, il y en a. Oui, j'en ai quelques-uns, mais je lis toujours en retard. Mais par contre, je me tape tous les documentaires, tous les archives des nuits entières, juste à comprendre comment on fabrique une image propagande. Par contre, je peux voir Vertov pendant des heures et des heures, je peux me faire Chris McCare, je m'endors avec, je me réveille, je remets. Et ce sont les gens qui m'apprennent la liberté. Ce que Chris McCare a fait dans La Jetée, dans Le fond de l'air rouge, ce sont de la liberté. Et moi j'apprends, humblement, je me considère comme leur étudiant, quoi. Et à partir de ça, les postmodernes, ça, vous voyez que Fritz Lang, même la lumière, on a parlé beaucoup de La nuit du chasseur.
remonte très très loin, on veut de l'homme comme ça. Pourquoi le 4/4 Parce que je veux se concentrer sur le personnage, mais je veux aussi que protéger tout ce qui est Auchan. Si plus vous montrez peu et bon, plus on imagine le reste. Donc voilà, c'est des choses comme ça, mais il s'échappait bien. Hein. Il a failli éclairer les néons. Hein. J'étais prête à faire un film avec des néons. Voilà. À partir du moment où il dit personne ne m'arrête plus. Voilà. Une fois qu'on prend cette décision, et on va chercher sa liberté, on va chercher où ça coûte très cher ça. Et ça, il n'y a que les mecs comme Macaire qui savent ce que c'est. Et l'usage aussi des statuettes, hein, de ces moments comme ça qui sont quand même très étonnants hein, dans un film de fiction, hein, comme ça, hein, tout d'un coup. En même temps, ça relance complètement une sorte d'autre niveau de fiction, quoi. Je trouve que c'est très, 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 très fort. Hein. Ça aussi, c'est l'idée aussi de Catherine, la productrice, Catherine Dussart, qui me dit, mais pourquoi je ne reviens pas à ça? Oui, pourquoi je ne viens pas à ça? En fait, c'est bien, c'est une question encore de distance. Comme on s'est discuté tout à l'heure, c'est pas en montrant plein d'horreur que vous diminuez l'horreur. Donc il faut le montrer à tel point que le spectateur a une distance et qui peut regarder et puis qui faire marcher son imagination. Peut-être un génocide, un crime comme l'humanité, c'est inimaginable. Hein. Donc moi je ne peux pas vous dire quel fils il faut imaginer, quel souffrant il faut imaginer. Il faut que le spectateur prenne et fasse ce travail. C'est un travail collectif ça. Et à partir de ce moment-là, le processus de ce qui est chouette avec des figurines, parce que c'est la glaise. On part de la rivière, on filme, ils s'expriment, ils ont une âme, parce qu'ils ne bougent pas, donc il faut faire à telle sorte que la sculpture ait une âme, comme toutes les sculptures. Les sculptures ont une âme, on a mis dans les musées parce que on les ramasse partout et pour mettre dans le musée. Sinon, les vraies sculptures, il y a un rôle spirituel, ils ont une âme dans la société, les gens prient devant, les gens font toutes les cérémonies autour des objets comme ça. Donc, ils ont une âme, il faut respecter cette âme-là, on filme, et puis après, bon, c'est la terre, ils retournent à la poussière comme nous. Et seulement le trace de la mémoire qui reste. Et ça me convient parfaitement d'utiliser ces figurines-là, parce que ça, juste moralement, je me sens bien. Il y a aussi quelque chose qui vient peut-être du cinéma classique, je dirais presque du cinéma d'horreur classique, hein. C'est que moins on montre l'horreur, moins on montre ce qui est terrifiant, plus c'est fort et plus ça fait peur en fait. Et le film joue aussi là-dessus, sur ce qu'on voit du génocide finalement, c'est peu de choses. Hein. On sait que c'est là, mais en même temps, voilà, quand Paul Thomas circule s'enfuit comme ça, il voit quelque chose, on comprend tout ça, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose dans le film qui est sur on montre pas, quoi. Traduration, vous voulez dire. Ouais, tout à fait. T'as rien vu, j'ai tout vu, t'as rien vu, j'ai tout vu, mais c'est ça, c'est exactement traduration en fait. Hiroshima mon amour, c'est tout le temps. J'ai tout vu, mais t'as rien vu, t'as tout vu, t'as rien vu. Quoi. Et il faut jouer, il faut travailler sur cette opposition, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, et laisser aux spectateurs une possibilité de travailler eux-mêmes aussi. Parce que maintenant, on mâche tout pour les spectateurs. Quoi. On mâche tellement tout, on explique tellement qu'il n'y a plus de notion de couleur, il n'y a plus de notion de son, il n'y a plus de notion de silence. Tout est dans un 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Il faut... Mais c'est cyclique, hein, peut-être on passe par là maintenant, puis après on va revenir toujours au classique, un peu, le classique en créant d'autres choses à partir de cette base. Alors il y a d'autres, après je vais vous donner la parole, je ne vais pas monopoliser non plus. Il y a quelque chose d'autre qui est assez, à la fois on comprend et que c'est quelque chose qui est indispensable pour le régime et en même temps qui va encadrer les invités. Hein. C'est toute une élite qui a été quand même, qui est très francophile, qui parle français et qui est capable comme ça de
de faire passer le message vis-à-vis des Occidentaux, donc des Français, des Anglais, et en même temps on sent qu'ils sont quand même sans cesse surveillés sous la pression de ceux qui ne partagent pas ça et qui ont une vision au contraire très anti-occidentale, mais de base, comme ça, très, très violemment anti aussi culturel, anti-intellectuel. Donc le film joue aussi sur ces différentes, je dirais, fissures à l'intérieur des élites du Kampuchea démocratique. C'est pour ça qu'il y a des purges. Dans l'histoire de Det et de Bophana, c'est ça. Det, il est capable d'écrire Macbeth. Bophana capable d'apprécier Macbeth, et puis les brutes, ils n'aiment pas ça. Et les brutes, c'est pas nécessairement un alphabet. Hein. Le brut, qui s'appelle Deutsch, qui est mathématicien, qui lui cite aussi, mais la mort du loup, comme si sa tâche de tuer, c'est incroyablement. Faut être stoïque pour tuer les autres. Voilà, faut être stoïque. Et c'est vrai. Il faut être dépossédé de toute moindre âme pour pouvoir tuer des masses comme ça. Quoi. Alors, je vais passer la parole à... Vous avez sûrement des questions. Il y a un micro qui circule. Donc, n'hésitez pas. Si vous hésitez, moi j'ai encore plein de questions. Alors, il y en a une là-bas. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film qui est magnifique et très fort. Je voulais vous demander, en fait, quand on voit Paul Thomas partir tout seul, on voit des images filmées qui ont l'air d'être des images d'époque. Je voulais savoir d'où elles venaient, qui avait pu filmer ces images-là. Ces images, certains viennent de l'époque de Khmer Rouge. D'autres, c'est les chutes. En fait, ce qui est intéressant dans les films propagande, quand les mecs captent, souvent, ils captent autre chose et on n'utilise pas. Alors, il fallait aller aux sources et prendre des chutes. Parfois, ce sont des images qui sont tournées tout de suite après la chute des Khmer Rouges par les caméras militaires qui veulent enregistrer. Voilà. Parfois, plus tard, il y a des journalistes qui recevront des réfugiés à la frontière de Thaïlande. Ça aussi, il y a des miettes. Et, oui, c'est compliqué pour moi de tout mélanger, mais à partir du moment où j'ai décidé que cette matière-là, il appartient à autre chose. Donc il faut être libre de les utiliser, de les mettre, mais c'est très difficile à expliquer en fait. Il faut que je me sente bien avec. Par exemple, quand les enfants allaient mourir et que Thomas essaie de prendre une photo, il n'arrive pas. Et moi je montre. Et à chaque fois, il y a une main qui bouge, comme si lui, il ne veut pas. Et je montre encore une fois, je répète en fait. Parce que si je ne répète pas, vous ne croyez pas. Il faut que je le répète pour que vous croyez. Alors voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je suis très, très carré quoi, parfois. Avec on ne peut pas regarder. Ouais. On ne peut pas regarder ce qu'on va regarder. Ouais. Toujours le même principe. Alors, j'avais peut-être une question sur ces ateliers de fabrication, comme ça, bon, c'est un petit peu à la fois un peu ridicule, et en même temps, on sent quand même quelque chose qui est assez... Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais comment est-ce que tu as... D'abord, tu t'es documenté là-dessus, et puis d'autre part, qu'est-ce que tu voulais montrer dans cette sorte de Potemkin, comme ça, de village Potemkin? Il faut vraiment que les choses soient fausses, soient manipulées, soient grossières. Plus c'est grossier, plus on y croit d'ailleurs. Comme l'éléphant. Oui, comme l'éléphant, je ne vois pas. Et quand même, Alain rigole avec ça, quoi. Il est dans cet aveuglement, quoi. On tape, oh, ça c'est l'éventail, hop, je ris, les Khmer rouges rient. Et lui, je ne sais pas si elle doit sourire, mais par contre, parfois crispée. Comment je dois rire avec ça, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement se mettre à être joyeux comme ça? Et puis l'atelier, c'était comme ça. Je me suis inspiré de S21 en fait.
quand le peintre Van Natt, il était enfermé dans une prison à côté, on a un atelier, et il devait réfléchir à comment faire exploser le plomb qui est là où le plomb-peine est créé, quoi, et mettre à la place un statut de Pol Pot, quoi. Et ils allaient les faire sauter, quoi, avant que la chute du Khmer Rouge. Alors oui, devant. Bonsoir et merci pour le film. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est l'armée vietnamienne qui libère le pays à la fin du film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette libération, sur les rapports qui existent entre le Cambodge et le Vietnam, avec deux civilisations, une orientée vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, avec deux idéologies, une proche de Moscou, l'autre proche de Pékin, et avec des massacres impossibles entre les deux. Oui, mais surtout, bon, c'est les deux tendances qui ne s'entendent pas, mais surtout, le Khmer Rouge est très nationaliste aussi. On est dans cette idéologie très nationaliste, et puis il y a toujours un combat, mais je dirais même une haine ancestrale depuis longtemps. Les Vietnamiens coupent la tête aux Cambodgiens, les Cambodgiens coupent la tête aux Vietnamiens, et c'est pour ça qu'il faut travailler cette mémoire, il faut dire les choses, Et les films s'arrêtent avant, la guerre, il y a, même dans la version scénario, on a même fait la guerre, voir les combats, ça, mais je trouve qu'il vaut mieux pas le montrer. Je me dis toujours, il ne faut pas jouer riche quand on est pauvre. C'est Brel qui dit ça, je crois, c'est pas moi. Donc, j'ai pas d'argent pour faire un combat, je vais pas. Je vais essayer de trouver le son, je vais essayer de trouver une manière de raconter. La radio, je peux. Là, c'est une bande qui vient des archives de radio en France qui parlait, c'est une vraie bande. Là, on peut. On va trouver par la radio qu'il y a l'armée vietnamienne qui commence à arriver, tout ça. Bon, c'est pas là le sujet, quoi. Le sujet, c'est plutôt. Ce sera un autre film, hein. Peut-être. Là, c'est un sujet sur le journalisme, sur la manipulation, c'est tout ça. Alors, il y a quand même une reconstitution, c'est Phnom Penh vidé, et puis l'ambassade de France qui devient une sorte de palace du régime, comme ça. C'est le résident du gouvernement. Oui, voilà. Donc, pourquoi ça tu y tenais? Parce que c'est vraiment Pol Pot, justement. Et comment est-ce que ça t'a tourné, ça? Ça, c'était un vrai lieu. C'est pas, heureusement, ils l'ont pas cassé. Donc, Pol Pot l'a reçu à cet endroit-là où on a filmé. C'est gigantesque, c'est très beau, c'est très grand bâtiment colonial, quoi. C'est beaucoup de lumière. C'est imposant. Et à la fois, c'est quasi vide. Et voilà, et Phnom Penh vide. Bon, moi, je me suis sorti avec des maquettes. Et aussi, on revient à un truc très basique, les transparents, quand j'aime bien, revenir à la nuit américaine, le transparent. Émeric a beaucoup travaillé sur la projection, travers les tissus, sur les tissus, tout ça. Parce qu'on veut quelque chose d'organique. Hein. On veut pas de numérique, quoi. Voilà. Et d'organique, ça veut dire que l'archive, ça peut être aussi dans le moustiquaire. C'est pas nécessairement à côté. Et je trouve que quand on lit des beaux comme ça, les yeux ouverts, et cette projection arrive sur le moustiquaire, c'est très, très poétique, je dirais, un poétique d'ensemble créatif. Quoi. Et je crois que les films doivent être poétiques, même les films sur des choses compliquées. Il doit cette dimension poétique très, très importante. J'ai beaucoup apprécié votre film. Je trouve que l'alchimie est vraiment réussie entre la fiction, les archives, le traitement des archives, Phnom Penh quand ils sont le mélange quand ils sont dans la voiture du réel et Phnom Penh en arrière-plan, les statuettes, tout ça, je trouve que ça fonctionne formidablement et on a une sensation d'oppression du premier plan au dernier plan. Et la scène où il rit, elle est terrible. On est terrifié en fait.
Ça, je trouve ça vraiment très, très, très cinématographiquement très réussi. On a de très bons comédiens. Oui. Grégoire Collin, ouais, Cyril Gay. On dirait c'est moi qui ai tout fait, quoi. Non, il jouait, hein, il riait, regardez la scène où il est dans la voiture, Grégoire il se cache, il n'aime pas parler, il doit être quelque part. Mais il dit rien, quoi. Il dit rien, il était dans la voiture comme ça, mais tout passe. Par l'usage sans rien dire. Et ça, c'est ça, j'ai la chance. Ça aurait été un parent qui n'est pas bon, vous avez loupé. Vous êtes modeste. Mais alors, si ça part d'une histoire vraie, donc les personnages, il y avait un photographe qui a été éliminé, le personnage a été éliminé. Dans l'histoire vraie? Non, vous avez parlé d'un Américain. Donc Alors, non, moi j'ai parlé de Gilles Caron et toi. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez parlé d'un Américain. C'est-à-dire le personnage masculin là, de Paul. C'est, il est inspiré de quelqu'un qui a existé. Il existait, voilà. Il est retourné chez lui après. Ah, il est retourné. C'est vous qui avez, dans la fiction, qui l'avez éliminé. C'est moi et c'est l'autre aussi, là. Vous êtes des assassins. C'est lui aussi, dès qu'il s'agit de moi, il se cache. D'accord. Parce que du coup, je ne comprenais pas pourquoi le personnage féminin avait été épargné, parce qu'elle avait vu aussi. Voilà, elle aurait pu passer aussi, oui. Mais ils avaient besoin d'elle pour témoigner, en fait. Ils avaient besoin, ils voulaient instrumentaliser, ils voulaient internationaliser le conflit pour que l'Occident vienne aussi contre le Vietnam. Donc ils avaient besoin d'elle. Parce que il faut dire que ces visites, elles sont organisées par le régime. Donc ils ont besoin de témoignages. Mon avis, ça c'est mon avis, hein, je crois qu'ils sont engueulés. Entre l'idéologue et Pol Pot, ils sont engueulés. Parce qu'ils sont en désaccord total. C'est pas comme ça on fait la révolution. L'autre dit toi, je vais te buter, et le but. Voilà, c'est tout, aussi simple que ça. Puis on laisse les autres partir. Et d'ailleurs, quand Elisabeth Becker est rentrée, on ne l'a pas tout de suite cru d'ailleurs. Hein, il a fallu plusieurs années avant qu'on puisse imaginer la réalité. Donc ils avaient besoin que cette journaliste vienne. Ils espéraient, et ça a même marché, pas pour elle, mais l'autre journaliste a témoigné plutôt en faveur d'ailleurs de la révolution. Oui, alors il y a deux questions. Bonsoir, merci encore pour ce film. J'avais une question sur la réception de ce film pour différents publics. Ici, en France, il y a une certaine histoire avec le Cambodge, et même une histoire que Vonnebeck connaît bien, de militants Mao post-68. Quelle serait la réception de ce film au Cambodge? J'espère bien, parce que le temps a changé. Avant que je fasse un film, dans la salle, il n'y a pas de Cambodgiens. Maintenant, il y en a pas mal. Il y a une dame qui est obligée de partir tout à l'heure parce qu'elle vivait loin. Elle me dit quand même, j'ai amené mes enfants pour qu'ils sachent ce que c'est l'histoire. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on va présenter le film au Cambodge en mois de juillet. N'oublions pas que c'est les Cambodgiens qui font le film aussi. Donc, on fait avec eux. C'est pas nous qui arrivons avec des bazookas, des caméras, et fait tout. C'est eux qui créent le décor, c'est eux qui font la peinture, c'est eux qui font tous les petits détails. Et c'est eux qui connaissent les histoires. Les stylos, comment, les cramas, comment on porte, les chaussures, les flingues, comment on tient, c'est eux qui connaissent ça. Là, ils ne sont pas là, mais ils vont voir le film après. Mais je crois que, vu les films précédents, parfois, ça prend un peu de temps pour que les gens puissent apprécier. Parce que, vous savez, avant moi, il y a plus grand monde. Il y a quelques-uns ont survécu en tant que cinéaste. Il y a deux ou trois réalisateurs. Je suis arrivé tout seul, presque. C'est pour ça que je fais les films. Il n'y a pas d'autres Cambodgiens qui font les films. Mais maintenant, il y a d'autres Cambodgiens qui font les films. Donc, il faut une ou deux générations pour que nous, on a créé le Sambopana, on a créé la commission du film qui a formé 500, 600 techniciens.
Et je veux dire, le cinéma, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Il faut créer une industrie, il faut créer le savoir-faire qui permette au cinéma d'exister. Et c'est très important l'image. Quand je parle cinéma, je pense plutôt à l'image. Quand vous êtes capable de créer une image sur votre propre société, votre propre histoire, là, on peut avoir un peu d'espoir, quoi. Sinon, c'est les autres qui font pour vous. C'est les autres qui vous regardent, qui s'expriment sur vous, quoi. Oui, en fait, bonsoir. Je me permets de parler en Khmer parce que moi, je suis en cambodgien. Donc, tu me sauves le temps. Après, je vais traduire en français si vous voulez. J'ai dit, pour présenterជារបៀបខ្ញុំគិតថាជាលោកអ៊ំដោយសារតែតាមរយៈទម្រង់មុខតាមរូបភាពវីដេអូផ្សេងៗខ្ញុំមើលលោកអ៊ំគឺបាទលោកអ៊ំអបហ្នឹងសំណួរខ្ញុំគឺចង់ថាឲ្យបានលោកអ៊ំមកសម្រាប់ចិត្តprésenterតួអង្គប៉ុលពតដល់លោកអ៊ំសម្ដែងផ្ទាល់អញ្ចឹង En fait, ma question c'est qu'en fait, moi j'ai remarqué que Pol Pot, je crois, c'est joué par lui, lui-même. Oui, donc, on l'a dit. Vous gagnez 3 places supplémentaires. J'ai décidé d'avoir 3 places supplémentaires. Vous venez me voir, je vous donnerai 3 places. J'en ai dans ma poche. Bon, bah alors, il repose la question que j'ai posée. Non, en fait, c'est juste, voilà. Pourquoi tu as voulu jouer Pol Pot? J'ai pas voulu, j'ai pas voulu, et heureusement que j'ai pas voulu, et que je dois le faire. Dans la vie, il y a des choses comme ça. Moi, je suis pas comédien, moi j'ai mal partout après. Eux, ils ont l'habitude, ils font des trucs, tout ça, mais moi, j'y vais, après, tous les dos sont tendus. C'est très compliqué d'être comédien, c'est pas comme ça, hein. C'est un vrai travail, un vrai sport, un vrai métier, quoi. Et je veux pas faire ça. Mais en même temps, on peut pas ne pas penser que tout ton cinéma il vise à montrer ça et qu'il n'y a que toi qui peux le jouer, en fait. Philosophiquement, oui. Mais artistiquement, non. Il y a peut-être d'autres manières. Là, la philosophie est plus forte que l'art. Oui, parfois, oui. Et il faut accepter. Il faut s'y mettre. Et encore, je sais pas, Grégoire, il est caché. Il est au café à côté. Mais... je l'ai beaucoup embêté parce que je disais n'importe quoi quand je marchais là. Et je joue pas comme eux, ils jouent ensemble, quand ils savent comment jouer ensemble. Moi, je joue comme un pied, quoi. Je dis des choses, mais il est bon, il s'en sort. En fait, tu étais très bon, mais tu avais peur d'être bon. C'était vraiment gentil, on finit là alors. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Hélène et merci Ricky. Voilà, c'est fini.